Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Samedi, un leader politique a dit ceci, dans son fief de Hyères, dans l'Essonne. Jean Lassalle, Florian Philippot, Laurent Wauquiez, Marine Le Pen, Éric Ciotti, Marion Maréchal, Éric Zemmour, Michel Onfray, Rachida Dati, Nadine Morano, François-Xavier Bellamy, Jordan Bardella et tant d'autres. Franchement, droit dans les yeux. Il y a moins de différence entre nous tous qu'entre Silvio Berlusconi, Matteo Salvini et Giorgia Meloni, qui, comme vous le savez, viennent de gagner les élections en Italie. La seule différence, ajoute cette personnalité politique, c'est qu'elle a gagné et que nous avons perdu. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour André Berkov. Vous faisiez effectivement, vous êtes député de l'Essonne, vous faisiez votre rentrée politique. Alors, effectivement, on peut se poser des questions. On dit, mais pourquoi ? Pourquoi ? Mais en fait, pourquoi ? Parce que, est-ce qu'on n'est pas encore, toujours et plus que jamais, dans le tout à l'ego ? C'est-à-dire que quand vous dites ça, alors, qui va s'effacer au profit de qui ? Parce que telle est la question. Si on fait une espèce de collective, Mitterrand a fait un programme commun, il a tout compris il y a 40 ans, un bon politique qu'il est, sauf que c'était autour de lui. Alors, comment ça peut se passer ? Sinon, on se demande si les chants désespérés ne sont pas les chants les plus beaux. Écoutez, deux choses. D'abord, les personnalités que j'ai appelées à l'union des républicains, des souverainistes, des patriotes. Pas des non, droites. Ouais. Bien au-delà de la droite et de la gauche, car le problème aujourd'hui, c'est pas la droite, pas la gauche. Emmanuel Macron a un électorat de droite libérale de l'argent, et de la gauche libertaire. Donc il a synthétisé des gens de gauche et de droite favorables à un système mondialiste qui est en train de piller la France. Et pas seulement la France. Oui, mais ouais, bon. il obéit, en fait, vous avez raison. Il obéit à un système mondialiste et il est le petit télégraphiste, il est le gérant de la succursale France d'un système mondialiste qui pille les classes moyennes, etc. Je vais pas revenir là-dessus, vous connaissez par cœur. Face à ça, je regrette que depuis des années, des personnalités qui ont des différences, pas seulement des égos, qui ont des différences programmatiques. Je suis plus souverainiste qu'un Wauquiez ou un Ciotti. Je pense que la question de l'Union européenne est fondamentale et qu'il faut s'en libérer. Mais, malgré tout, il y a plus de proximité entre un Éric Ciotti pour rétablir la sécurité et moi qu'avec l'équipe de Macron, bien évidemment. Et je dis simplement à toutes ces personnalités, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut se mettre autour de la table, se réunir, non pas pour gommer nos différences, mais pour un programme de salut public, qui permette de dire aux Français, voilà, Macron a uni les mondialistes de gauche et de droite, eh bien nous unissons les amoureux de la France, d'une certaine idée de l'indépendance, de la République, de l'autorité, de la famille, de la libre entreprise, voilà, tout simplement. Ouais. C'est pas sorcier. Et quand je le dis depuis longtemps, parce que reconnaissez qu'en 2017, j'étais le seul à briser le tabou du soutien à Marine Le Pen. Qu'est-ce que j'en ai pris plein la gueule. Mais parce qu'elle était au second tour face à Macron. Et je voyais pas pourquoi je choisissais pas. J'ai choisi. Après, j'ai créé les Amoureux de la France en 2018. Ça a foiré, je vous le dis franchement. Après, j'ai demandé une primaire ouverte. Mais avant la présidentielle de 2022. J'ai dit, il faut une primaire des patriotes. Et puis, c'est pas les partis qui choisiront, c'est la base qui choisira le meilleur candidat. Ça a foiré. Et on a été 3 candidats patriotes, Zemmour, moi et Le Pen. Et puis il y a eu Pécresse, et puis il y a eu etc. Bon. Donc, il y a un moment, le pays est en train de crever sous nos yeux. Et on va continuer pareil. Et à l'extérieur, Meloni, Berlusconi, Matteo Salvini, qui ont de vraies différences idéologiques. Bien sûr. Oui. Un passé, on ne peut pas dire Berlusconi soit la crème de la crème entre nous. Non, bon. Mais il y a un moment, ils ont su se dire, bon, bah, on a plein de différences, on s'aime peut-être pas, oui. Nos électeurs s'aiment peut-être pas entre eux, parce que les lecteurs de Berlusconi n'aiment pas les lecteurs de Fratelli Italia, etc. Mais il y a plus que ça, il y a la défense de l'Italie. Oui, mais et donc nous, est-ce qu'on peut pas faire pareil ? Parce que nos électeurs l'attendent, André Berkov. Oui, ils n'en peuvent plus de nos égos et aussi de nos différences programmatiques. Ils nous disent démerdez-vous, entendez-vous. Oui, démerdez-vous, entendez-vous. Oui, ils ne veulent pas rentrer dans les détails. Non, mais pardon. C'est notre boulot. Non, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est expliquez-moi pourquoi ce que Mitterrand avait réussi il y a plus de 40 ans avec le programme commun,
Alors, rappelez-vous, vous dites la différence, le Parti communiste et le Parti socialiste de Mitterrand, franchement, c'était pas la même chose, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Avec les radicaux de gauche, n'en parlons pas. Bon, il a fait le programme commun en disant la gauche, la gauche, la gauche. Enfin, c'était l'époque, c'était les années 70-80, très bien. Aujourd'hui, moi, l'impression qu'on a fait, je suis pas le seul, c'est qu'on a l'impression d'une mission impossible. De mettre ensemble, parce que chaque fois que ça se passe, effectivement, je reconnais tout à fait, je crois que tout le monde reconnaît, que vous avez fait en tout cas quelque chose en ce sens et des efforts en ce sens. Simplement, est-ce que c'est possible? Puisque dès que quelque chose est tenté, chacun retrouve ses marques, ses territoires, et il dit, bon, bah, écoutez, ça fait rien, il y a les européennes, on va se compter aux européennes, etc., etc. Alors, d'abord, il y a une célèbre phrase, mais je ne vais pas la citer bien parce que je m'en souviens plus clairement, mais c'était parce que c'était impossible, on l'a fait. Oui, je ne sais plus qui c'est, Twain, non? Ou je ne sais plus, Mark Twain. Oui, parce que je ne sais plus la phrase, mais je suis pas sûr. Je ne sais plus. Bon, il y avait une célèbre phrase. Ouais. D'abord, deux choses. Un, pourquoi on n'y est pas arrivé? Je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a les égos. Chacun veut être le chef. C'est le problème de la présidentielle. Oui. Mais Mitterrand a réussi, Macron a réussi dans son domaine, oui. À faire la percée. Bon, donc il y a un problème de chef, c'est vrai. Il y a un autre problème, un blocage fondamental chez nous, qui est différent de l'Italie, de la Suède et d'ailleurs, c'est que les LR non macronistes, les républicains non macronistes, parce qu'il y en a qui vont tous petit à petit passer chez Macron. C'est déjà fait en grande partie. Mais c'est normal, je veux dire, on va prendre un exemple, Monsieur Woerth. Monsieur Woerth, il est proche de Macron, il est passé chez Macron, c'est pas simplement de l'arrivisme, c'est qu'il est d'accord. Et il y en a qui sont d'accord avec Macron, c'est la droite libérale, orléaniste, européiste, ceux-là. Pourquoi les autres, ce qui est intéressant, c'est pourquoi les autres ne franchissent pas le pas. Oui, pourquoi? Pourquoi, par exemple, un Wauquiez, un Ciotti, pourquoi Guillaume Pelletier, qui est un type très bien, a été obligé de partir? Parce qu'en fait, il y a une pression de la pensée unique, du système médiatique français, qui m'a accablé, souvenez-vous, comme j'étais insulté. Toute personne qui se dit « Tiens, je vais faire alliance avec le Rassemblement National », qui n'a rien à voir avec celui de Jean-Marie Le Pen, c'est le diable. Ça, c'est le verrou médiatique français. Et vous pensez qu'il tient encore avec 90 députés ou 89 députés du Rassemblement National? Je me demande parfois si les Républicains vont aller au suicide jusqu'au bout pour ne pas comprendre qu'il faut une alliance. Ça ne veut pas dire abandonner notre identité. Moi, j'ai soutenu Marine Le Pen au second tour, j'ai toujours refusé, je lui ai dit à Marine Le Pen, je lui ai toujours refusé d'adhérer au RN. Je suis debout la France, on est différents, on a des nuances. Bien sûr. La société politique française, médiatique, n'aime pas les coalitions. Ils veulent soit la fusion-absorption. Oui. Sauf à gauche. Sauf à gauche. Attention. Ça sauf à gauche. Bien. La NUPES. Regardez. Ça, c'est le premier. Mais bien sûr. Jean-Luc Mélenchon, il a réussi. À son échelle, il a fait la NUPES. Les autres sont incapables. Premier point, il y a le blocage médiatique qui reste pour des leaders LR qui sont paralysés. Donc ça doit venir de la base. Et moi j'ai beaucoup de maires LR en ce moment qui nous rejoignent, des maires ruraux, qui rejoignent Debout la France. Ils n'ont pas envie d'aller au RN, mais ils voient bien que Debout la France c'est une sorte de sas intéressant. Donc premier point. Il y a un deuxième point, c'est les égos, les petites phrases. Moi j'ai réussi à être candidat à la présidentielle, alors avec un score pas souhaitable, mais j'ai jamais critiqué Marine Le Pen, ni Éric Zemmour, ni Valérie Pécresse. J'ai évité de le faire. J'ai fait la campagne présidentielle et j'ai refusé les petites phrases. Alors, évidemment, j'ai eu 2%. Mais Éric Zemmour n'a pas arrêté d'insulter Marine Le Pen. Je trouve ça stupide. Et je lui ai dit, arrêtez vos conneries. Est-ce que déjà vous pouvez vous respecter entre vous? Et après, troisième leçon, c'est que j'ai dit aussi à Marine Le Pen, arrête de croire que tu vas absorber tout le monde dans une volonté d'un parti unique. Il y a cette volonté, cette tentation, En Marche, l'UMP à une époque, c'est je ne tolère pas la coalition, je ne tolère pas la différence. S'ils ne comprennent pas qu'il faut se respecter, travailler ensemble, garder nos identités, faire ce qu'avait fait Mitterrand, faire ce qu'a fait Mélenchon. Un programme commun. 10 mesures. C'est pas compliqué. Hein. On sait ce qu'il faut faire. Il faut rétablir l'ordre, il faut bloquer l'immigration, il faut produire français, il faut sauver l'hôpital, il faut faire des économies sur les fausses cartes vitales. Moi, le programme de 10 points, je vous le rédige en un quart d'heure sur une table. Mais bien sûr, c'est pas le problème. Possible. Mais alors, il y a la question de la souveraineté.
C'est vrai qu'il bloque aussi. Vous voulez dire Frexit ou pas Frexit? Voilà, Europe, Florian ou pas Philippot, Europe, je lui etc. dis, il a raison sur l'analyse globale. Je partage son analyse. Mais les Français ne sont pas mûrs aujourd'hui. Donc ça sert à rien de leur faire peur sur le Frexit, alors que il suffirait déjà d'arriver au pouvoir pour, par exemple, rétablir le prix de l'électricité nationale, pour dire à Bruxelles, ça suffit, pour dire Van der Leyen, tais-toi, sinon... Il y en a qui le font, il y a Orban qui le fait. Ben oui. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Donc, ce que j'aimerais, c'est que compte tenu de la gravité de la situation, compte tenu de l'exaspération de nos électeurs, qui n'en peuvent plus de nos histoires, il y a une pression de la base. Je crois qu'on arrivera à cette union si la base fait pression et qu'elle nous oblige à nous unir pour éviter que Macron trouve un successeur, parce que c'est ça le danger. C'est que Macron dure 4 ans et demi et détruise la France, et que on ait un successeur qui soit un Le Maire ou un Philippe. Oui. Alors là, c'est la mort du pays. Moi, je veux éviter ça, et j'aimerais même qu'il y ait une dissolution avant, qu'on ait une coalition, parce que si on avait fait la coalition... Il a proposé pour les réformes de retraite. Très bien. Si on ne l'élève pas, on fait dissolution. À condition, André Berkoff, qu'on soit capable de présenter, comme l'a fait Mélenchon, une coalition, on répartit les circonscriptions, et je peux vous dire que si on l'avait fait en 2017, il n'y aurait pas eu 89 députés RN et 60 LR. Nous aurions eu 300 députés d'une alliance des amoureux de la France. Et aujourd'hui, nous aurions peut-être la majorité. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est possible. C'est possible parce que les Français sont mûrs. Alors qu'il y a urgence. Oui, voilà. alors maintenant, si j'avais la solution... Non, évidemment, vous la sortirez du chapeau. Mais pardon, Nicolas. Est-ce que franchement, le problème, moi je crois que, mais je peux me tromper aussi, hein, tout à fait. Est-ce que c'est vraiment la pression va venir de la base? Moi je crois que la pression ne peut venir, et là c'est pas du tout que la base n'est pas importante, bien sûr qu'elle est essentielle et fondamentale, mais ça ne peut venir déjà, par exemple, les gens que vous avez cités. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, très sincèrement, et vous êtes quelqu'un de sincère, vous pensez que vous pouvez les réunir autour d'une table dans les semaines qui viennent? Non. Voilà. Non. Aujourd'hui, non. Non. Mais alors, c'est pas possible. Attendez. Ouais. Déjà, laissons du temps au temps. Oui, comme disait François Mitterrand. Oui. En tout cas, je pars, moi, des choses simples. Je suis assez simpliste. Je crois avoir du bon sens. La situation n'a jamais été aussi grave. Macron nous emmène dans la guerre. Dans la guerre. Macron nous emmène dans les privations cet hiver. Les Français ne réalisent absolument pas vers quoi on part. Et c'est normal, puisqu'il y a de la propagande tous les jours à la télévision disant que tout va bien. Donc, premier point, le contexte va changer. Deuxième point, les Français sont exaspérés par ce qu'on leur prépare, et quand ils vont avoir les coupures de gaz, d'électricité, et comprendre que tout ça, c'est parce que... Et le pouvoir d'achat. Et tout ça, c'est parce que l'opposition n'est pas capable de s'entendre au Parlement, par exemple, pour voter une motion de censure. Je pense que la pression va être forte sur les députés LR qui vont voter les projets de Macron. Bon. Et donc, je pense que dans les mois qui viennent, la situation peut évoluer. Troisième point, je crois que quand les Français vont vraiment être en colère forte, ils vont aller voir leurs députés, leurs leaders, et qui vont peut-être dire, écoutez, maintenant, la plaisanterie a assez duré. J'ajoute de surcroît que s'il y a une dissolution, soit la droite et les patriotes sont capables de s'entendre, soit ce sera comme Emmanuel Macron reprend le pouvoir. Encore plus. Donc l'instant de vérité, il peut venir très vite. Peut-être qu'il viendra pas très vite. Moi, je suis pas Madame Soleil, je n'ai pas une boule de cristal, André Berkoff. Je vois simplement venir des échéances tellement vitales pour l'idée que je me fais de mon pays et de la souffrance de mes concitoyens, que je me dis qu'il était mûr de faire cette déclaration et de les mettre devant leurs responsabilités. Et je vais pas les lâcher. Parce que vous me connaissez, j'ai un défaut, c'est que je suis un peu têtu. Donc je ne vais pas les lâcher. J'ai prévu une belle lettre que je suis en train de leur écrire. Vous allez continuer à faire appel. Je ne vais pas les lâcher. En disant, parce que, en plus, ils le font en Italie, à nos côtés. Ils le font en Suède. Ils le font chez Orban. Et donc, si ça évolue dans plusieurs pays d'Europe, ça nous évacuera le débat sur la souveraineté européenne. Vous voyez? Parce que Florian Philippot, que j'aime beaucoup, et d'autres pourront plus nous dire, il faut le grand soir. On peut rien faire en Europe, ça bouge même en Europe. Donc, voilà. Effectivement. Et à ce moment-là, peut-être qu'on peut imaginer des compromis. Alors évidemment, nos leaders n'aiment pas les compromis. Voilà. Mais moi, je préfère abandonner quelques points de mon programme
et être au pouvoir. Nicolas pour sauver mon Dupont-Aignan, pays, je vais vous poser une plutôt question. que de Vous êtes rien prêt faire. à vous effacer si Oui, mais il y a oui, mais oui, consensus mais oui, il y a... Non, mais je vous pose la question. Je l'étais d'autant plus près que j'avais proposé une primaire. Et entre nous, j'avais peu de chances de la gagner, la primaire, face à Zemmour, Le Pen et à d'autres. Donc en revanche, ce que je n'accepte pas, c'est clair, et je ne l'ai pas fait, c'était les oukases de partis politiques en disant tu te soumets, voilà, tu t'écrases. Non, c'est à nos électeurs de choisir. Bien sûr. C'est à discuter du fond des choses. Et je pense franchement que si Le Pen, Zemmour et moi, au sortir de la présidentielle, on avait fait une conférence de presse commune en disant on arrête les petites histoires, on présente un programme commun, Mélenchon le fait, on le fait, eh bien peut-être qu'on serait en position de force et qu'on aurait créé une dynamique, peut-être pas, peut-être oui. En tout cas, quand on est dans l'impasse, c'est vrai, face à un mur, et que notre pays crève, et que les Français souffrent, oui. Mais il y a un moment, il faut secouer. Enfin, on ne va pas continuer comme ça. On ne va pas attendre 4 ans de Ribércoff. Je ne vois pas, en plus, alors je vais vous parler très sincèrement, je ne vois pas comment on peut dire 4 ans. Oui. Pourquoi on peut tenir 4 ans avec quelques des petits sacrifices, tant que le frigo ne sera pas entièrement vide. Je vais vous dire ce que je ressens, mais je ne sais pas sur quoi ça va déboucher, très sincèrement. J'ai l'impression, je ne sais pas vous, si vous l'avez, nos auditeurs, j'aimerais avoir leur avis. Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être aujourd'hui en début de quinquennat, comme à une certaine époque en fin de quinquennat ? C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une fin de règne. Dupond-Moretti, Colère qui sont mis en examen, des décisions totalement incohérentes, une oligarchie insupportable, du mensonge permanent. Ça, c'est ce qui arrive en général en fin de règne, en fin de quinquennat. Eh bien là, c'est au début. Est-ce que vous pensez vraiment, en tout cas moi j'ai du mal à supporter l'idée que ça puisse durer encore 4 ans et demi. Et je ne vois pas les Français supporter ça encore 4 ans et demi, sauf à considérer que nos concitoyens acceptent tout. Et ça, c'est la mort du pays. C'est une éventualité, mais alors ça veut dire qu'on est un être mort. Un pays mort. Veut dire... Non, mais vous savez, ça s'appelle la décomposition et la fin des empires. Hein. Ça existait, non pas de l'Empire français, mais de l'Empire occidental, etc. Peut-être. Mais là, j'appelle les Français à la résistance et à s'informer autrement. Mais je crois qu'à un moment, nos concitoyens voient les faits. Moi, je vois beaucoup de monde. Les gens viennent me voir dans la rue, je balade beaucoup en province, mais je vois quand même une évolution, une prise de conscience. Et je crois que la situation internationale est tellement grave que en fait, j'aimerais... Le réel frappe à la porte. Le réel frappe à la porte, sinon il va nous met devant notre conscience. Voilà, maintenant, on a eu un débat pathétique sur l'Ukraine à l'Assemblée lundi, où la peur, comme pour le Covid, la peur de penser différemment a anesthésié la politique. Mais parce que le management par la peur, et vous le savez aussi bien que moi, Nicolas Dupont-Aignan, est une arme du pouvoir magnifique. Faites peur aux gens, Machiavel, et vous régnerez. Mais là, c'est pas les Français qui ont peur. Ce sont des leaders politiques qui pensent exactement ce que je pense, mais qui ne l'osent pas le dire parce qu'ils se disent si je dis ça, les médias de la pensée unique vont me décrédibiliser et on va dire que je suis pro-russe, que je suis ceci, cela. Or, je vous dis, ce qui se passe en Ukraine est gravissime, c'est que la France va en guerre au moment où la Russie est affaiblie et on pourrait faire la paix. L'Occident, entre nous, les États-Unis et Mme von der Leyen, veulent détruire la Russie. Or, je pense que c'est une très grave erreur. Et je pense que c'est le moment où la Russie est affaiblie, qu'on doit tendre la main pour dire maintenant stop, on applique les accords de Minsk, on calme Zelensky qui est de plus en plus fou, et on peut-être sauve la mise à Poutine, mais si Poutine s'en va, il y aura un autre qui sera peut-être beaucoup plus grave que probablement, Poutine. Mais je vais vous dire, ça ne dépend pas de vous, ça. Quand bien sûr vous Français, ça dépend de Biden. Tout à fait. N'oubliez pas qu'il y a des intérêts à la Maison-Blanche. Qui a des intérêts en Ukraine. Et donc, ça va dépendre des élections américaines. Parce que s'il y avait eu Trump, on n'en serait pas là. Et je ne suis pas pour Trump, mais si on avait eu Trump, on n'en serait pas dans cette surenchère de guerre. En novembre, il va y avoir les élections du midterm américain. Il ne va pas y avoir ce que ça va de graves incidents avant novembre. C'est clair. Ce qui est terrible aujourd'hui, je le dis aux Français qui nous écoutent, c'est que le gouvernement, par son attitude va-t-en-guerre, certes affaiblit la Russie, mais nous affaiblit nous-mêmes. Nous avons des dizaines de milliers d'entreprises françaises qui vont fermer boutique avec des centaines de milliers de chômeurs.
dans les semaines qui viennent, parce que en voulant punir la Russie, on se punit nous-mêmes. Les deux Et balles tout dans ça le pour ventre. un conflit territorial qu'on aurait pu régler à l'amiable. Ça, je crois que beaucoup de gens sont d'accord avec vous. Mais oui, Merci Nicolas Merci Dupont-Aignan. à vous. Mais tenez-nous au courant, Ah, puisque mais vous je vais pas les travaillez au lâcher. corps. Dès que vous avez un rendez-vous, dites-le nous. On Je les vais pas réunit les lâcher. ici à Sud Radio. Merci. À bientôt.